Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Après la vidéo de la semaine dernière d'analyse de partie sur un exemple de LePente, on va maintenant faire une vidéo sur la théorie en général de la LePente en voyant les différentes options, à la fois du coup comment dérouler une LePente pour l'Italie et l'Autriche, et puis on va essayer de regarder aussi un peu les contres possibles pour la Turquie et la Russie. Donc on est avec Conrad, connu aussi sur le pseudo de Noaculen. Bonjour Brieux, salut à tous ceux qui regarderont. Avant de commencer, faisons peut-être une petite introduction sur de l'histoire de cette ouverture. Elle tire son nom de la bataille de la Lépante. La Lépante qui est une ville de Grèce. C'est une bataille qui s'est déroulée au XVIe siècle entre une coalition de différents pays méditerranéens, dont l'Italie et l'Empire autrichien, contre les forces ottomanes. C'est une ouverture qui a été développée par un monsieur qui s'appelle Eddie Birsan, qui est un grand nom du hobby. C'est lui apparemment qui a été le premier à développer cette stratégie. Les coups de la Lépante sous sa forme la plus pure, donc c'est Naples ionienne, Rome Apulie et Venise tient. Alors je pense que lui-même, il a dû la jouer sous différentes variantes, Venise Piémont, Venise Tyrol. Et donc c'est ce coup Rome Apulie qui définit réellement la Lépante. Encore que, comme on va le voir plus tard, il existe aussi des variantes de Lépante sans ce coup. Mais bon, pour faire simple, donc c'est ce coup-là qui va définir l'ouverture. Et l'idée, c'est d'effectuer en automne le convoi Apulie Tunisie, et donc de garder cette flotte en ionienne qui, par la suite, sera placée pour partir tout de suite en Turquie, typiquement ionienne, Méditerranée orientale, et la nouvelle mobilisation italienne de Naples en ionienne. Donc flotte de Naples qui coulisse en ionienne, et l'idée après c'est d'avoir du coup 2 flottes directement sur la Turquie. 2 flottes qui vont permettre un convoi de l'armée de Tunisie en Syrie. Ça, c'est le plan de base. Je pense qu'elle a eu un franc succès à ses débuts. Donc, en conséquence de ça, la Turquie a évidemment adapté son jeu et a contré avec l'ouverture qu'on appelle Hérisson, Constantinople-Bulgarie, Ankara-Constantinople, Smyrne en Arménie. L'idée en fait de base, c'est de faire participer aussi rapidement que possible la flotte d'Ankara à la défense contre la Lépante. Si elle parvient à aller en mer Égée dès l'automne de la première année, la Lépante est totalement contrée. La Turquie va souvent pouvoir mettre en place son blocus et il n'y a plus grand-chose qui passe. Il existe du coup d'autres formes de Lépante qui ont été développées pour contrer le contre et qui permettent de garder des vues sur les centres turcs. Donc là, pour repréciser, on va plutôt aborder les formes de Lépante qui sont jouées en blitz, même si on peut aussi les jouer en négo. Ouais. Dans leur, disons que la négo offre quand même plus de souplesse dans la structuration. On est beaucoup moins obligé de s'appuyer sur une théorie parce que le fait de pouvoir négocier, on peut plus facilement s'adapter aux autres. Alors que là, on va quand même plus parler donc de théorie un peu, je vais dire un peu dure, ce qui s'applique surtout au blitz parce qu'on a un monde de communication. Juste pour finir rapidement un petit tour d'horizon, il y a 2 autres formes de Lépante qui ont été développées en négo. La première s'appelle la Lépante Kei, qui consiste à passer par Trieste à la première saison et de finir en Serbie à la fin de la première année. Donc, elle est basée en fait sur une tentative de mystification de la Turquie et de la Russie, couplée avec de la diplomatie. On essaie de faire semblant que l'Italie et l'Autriche sont en guerre. On fait croire à une trahison immédiate de l'Italie contre l'Autriche. Parfois, pour rendre ça plus crédible, on fait également passer l'armée de Rome à Venise, ce qui effectivement a l'air d'autant plus menaçant. Le souci, c'est que ça a non seulement l'air menaçant, mais ça l'est réellement. Si l'Autriche fait totalement confiance à l'Italie, on peut imaginer des scénarios où non seulement l'Italie prend la Serbie, mais elle va prendre Trieste en plus derrière, donc un réel faux stable, quoi. Cette ouverture-là, c'est pareil, il y a beaucoup de sous-variantes. Je crois que principalement on jouait Vienne-Galicie, souvent en violant un accord de démilitarisation avec la Russie. Budapest-Roumanie, Trieste-Albanie, bien sûr, pour prendre la Grèce, en espérant qu'on a réussi à convaincre le Turc d'attaquer le Russe. L'idée, c'est de vraiment faire croire que l'Autrichien part contre le Russe avec le Turc, Ouais. et que l'Italien ne se tape dans le dos pour finalement, en fait, que ce soit une alliance prévue entre l'Italien et l'Autrichien pour partir contre le Turc et contre le Russe aussi. Voilà, c'est ça. C'est l'idée de base. Mais disons qu'objectivement,
L'Autriche n'a pas vraiment de raison de jouer comme ça en égo. Ça donne lieu à des possibilités de stab à foison. D'autant qu'en égo, les stabs italiens peuvent souvent se justifier par le fait qu'il arrive à s'entendre avec la Russie pour se débarrasser à la fois de l'Autriche et de la Turquie. Ce sont en fait de bons stabs entre guillemets qui peuvent tout simplement pas se jouer en partie de blitz de par l'impossibilité de se mettre d'accord avec la Russie au préalable. Face à cette menace, l'Autriche a très peu de raisons de permettre ce genre de choses dans une partie avec Nego. D'autant que dans l'ouverture, pour faire une petite digression, elle a les moyens, au contraire d'une partie de blitz, d'espérer raisonnablement prendre 5 centres la première année. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que on peut se mettre d'accord avec la Russie pour une démilitarisation de la Galicie. Quel est donc le résultat de ça ? C'est que l'armée de Vienne se retrouve donc libre pour couvrir Trieste. Donc elle va jouer les coups normaux, hein, Budapest, Serbie, Trieste, Albanie, un soutien sur Grèce en automne. Donc elle va couvrir Trieste avec Vienne. On va avoir du coup une lépante sous sa forme classique et entre guillemets un peu forcée. Donc c'est simplement pour illustrer le fait que cette lépante quai, qui est intéressante au demeurant, en fait, l'Autriche n'a pas réellement de raison de l'accepter, en partie négo, parce qu'elle a ce genre d'option. En blitz, évidemment, les choses sont très différentes, comme on va le voir. L'Autriche n'a pas les moyens de sécuriser une première année à 5 centres. Il va falloir qu'elle fasse un choix. Soit elle joue, l'ouverture, on va dire, standard, la plus ambitieuse, Budapest, Serbie, Trieste, Albanie pour aller prendre Grèce. Elle est plus ou moins contrainte de jouer également Vienne, Galicie pour rebondir avec Varsovie. Soit elle fait ça, soit elle va jouer un hérisson, donc elle va garder la flotte de Trieste sur place, ou pour se sécuriser encore davantage, elle va faire Trieste-Venise, et elle va se contenter d'un seul centre en Serbie. Donc le hérisson, pour redire, c'est Vienne, Galicie, Budapest, Serbie et Trieste-Venise. Trieste tient avec des ordres invalides, c'est bon. Il y a d'autres petites sous-variantes. Ouais. L'idée, c'est d'éviter Venise-Tyrol et Rome-Venise. Ouais. Pour éviter d'avoir 2 unités sur Trieste. C'est ça. C'est pour ça que Trieste-Venise est tactiquement supérieur, mais même si Trieste tient et que l'Italie fait le train en Tyrol et Venise, à l'automne, il y a quand même Vienne soutient Trieste. Ou Budapest soutient Trieste et Vienne Galicie qui va rebondir à nouveau. Donc Trieste tient est aussi une possibilité. Mais le souci de ça, c'est que c'est pas très ambitieux, quoi. Ça va pas donner a priori de grandes perspectives à l'Autriche, et en tout cas d'une collaboration Autriche-Italie, il résultera pas grand-chose, quoi. Je parlais des ordres invalides. Il y a une variante, c'est Trieste qui propose un convoi à l'automne d'appui en Grèce. Et dans l'idée, donc c'est ce qu'on appelait le compositeur autrichien, c'est d'utiliser la flotte de Trieste pour donner des soutiens valides pour guider un peu les mouvements italiens. Ce qui peut permettre de gagner quelques guesses avec Venise qui vient aller jouer au nord contre la Russie et d'aller à terme potentiellement prendre la Bulgarie aussi, la Roumanie, mais avec très peu de perspectives sur les centres turcs en eux-mêmes. Je pense que c'est la meilleure des formes des hérissons, en tout cas en blitz. Donc, si on vise avant tout la sécurité, c'est une option à considérer, mais du coup, les pentes, il n'y aura pas. Donc, on va parler maintenant de la lépante hongroise en général, donc qui se base sur une ouverture avec donc toujours Rome-Apulie de la part de l'italien, mais l'idée c'est de passer l'armée de Venise à Trieste et que l'Autrichien passe sa flotte de Trieste vers la Grèce pour aller prendre la Grèce avec la flotte. Part du principe sur cet exemple-là que ni l'Allemand ni le Français agressent Piémont, Tyrol, pour commencer par un cas plutôt simple. Imaginons par exemple que le Turc ouvre en hérisson, comme on l'évoquait tout à l'heure, que le Russe ouvre de manière assez classique avec 3 unités au sud. Voilà, donc là on sera à l'automne de la première année. Voilà, pour toi, quelles sont les différentes options qu'on peut avoir à ce niveau-là et les différentes formes que la lépante peut prendre Ouais. En théorie, la présence de l'armée en Arménie va suffire à ce que la Russie retourne à Sébastopol avec sa flotte. Arménie va aller à Ankara. En sachant que là, il y a aussi un petit jeu de dupes entre le Turc et le Russe sur est-ce qu'ils jouent ensemble ou pas.
L'objectif du Turc, c'est que le Russe militarise la mer Noire pour pas avoir cette menace sur ses centres. Mais à l'inverse, si le Russe il veut rester, ben, il y a toujours la possibilité pour le Turc de venir le châtier quelque part en tentant Sébastopol si jamais la mer Noire soutient par exemple l'Ukraine, Roumanie. Ouais, c'est une réelle menace. Enfin, faut que ça reste une réelle menace. C'est pour ça que je préconise quand même de le tenter de temps en temps. Ce qui est toujours bon. Si la Turquie réussit un grab la première année et arrive à mobiliser 2 flottes, bah, on va vraiment avoir un début de partie réussi. Mais on va plutôt regarder les coûts standards. Donc mer Noire, Sébastopol, 1 million Ankara. Donc la Bulgarie peut toujours soutenir Ukraine-Roumanie ou jouer Bulgarie-Grèce. Et la possibilité de jouer Bulgarie-Grèce, ça force en gros le coup Serbie soutient Albanie-Grèce, ce qui donne le même résultat, c'est-à-dire que l'Ukraine rentre en Roumanie. Voilà. Sachant que si jamais il faut mieux faire l'un des deux si on est turc pour jouer avec le russe, parce que si jamais l'Autrichien, un petit malin, joue Serbie-Roumanie, il prendra pas de centre du coup, parce qu'il va prendre Serbie mais perdre Trieste ou Budapest. Donc, ça force un peu, on va dire, l'Autrichien jouer Albanie-Grèce s'il veut s'assurer une position potable. Donc Vienne qui rebondit avec Varsovie en Galicie. Et donc l'armée italienne, pour ce qui est de la Lépante hongroise, elle va jouer Trieste-Budapest. Et dans cette situation, l'idée vu que le Turc va tenter de sortir en mer Égée a priori, c'est d'aller venir bouncer avec Yonen la mer Égée, donc de garder Apuli libre. Donc insistons vraiment sur ce coup. Hein. C'est réellement ce coup qui justifie toute l'ouverture en fait. Toute la conception de cette ouverture, c'est de pouvoir faire rebondir la flotte turque en Égée. Il faut pas être gourmand ici, vouloir faire des +2 en convoyant en Tunisie. Il faut pas non plus jouer ionienne Méditerranée orientale, parce qu'on va avoir un souci tactique l'année d'après. En parler rapidement, le souci tactique, c'est que le Turc va sûrement mobiliser une flotte à Smyrne, vu qu'on le menace directement, et derrière, il va pouvoir nous chasser et ou nous bloquer ionienne en parallèle. Donc, pour illustrer ce qu'on voulait dire, donc ce serait qu'il va avoir une flotte à Smyrne côté turc, l'Italie va mobiliser une flotte à Naples et l'Autrichien une armée à Trieste. Et l'idée derrière, c'est que du coup, on a la pression d'Égée ionienne complétée avec Bulgarie-Grèce et Smyrne EAS. On va complètement empêcher l'Italien d'aller prendre la Tunisie facilement. Rajoute encore Ankara-Arménie. En fait, ça va permettre de détruire cette flotte. Si Naples essaye de se sortir en ionienne, donc soutenu par EAS et même soutenu par la Grèce, si on veut, vu que tous les soutiens sont coupés, ça va bouncer au niveau de la mer ionienne. Et on aura du coup le petit coup tactique à l'automne, c'est de faire Arménie-Syrie pour couper la retraite de ES en Syrie. Après d'aller déloger ES, donc là ça va être soit avec Égée ou Smyrne. Plutôt Égée, on va dire. Comme ça on est sûr de le faire. On va pas se faire couper par la flotte de Grèce. Et c'est sûr qu'on perd la Bulgarie a priori au moins à l'automne. Mais la Turquie a totalement sécurisé sa position. Il va être à 3 centres. Comme il n'y a plus de perspective à venir l'attaquer, il va gentiment attendre que les lignes bougent par ailleurs, que l'Italie stable l'Autriche ou qu'il se passe quelque chose. Il va largement avoir le temps de se refaire plus tard dans la partie. Voilà, parce que ça c'est un point qui est assez important à avoir en tête, c'est que le Turc, une fois qu'il a ses flottes en Levant et en Égée, même s'il a perdu la Bulgarie, c'est quasi impossible pour l'Autrichien et l'Italien en glisse de venir forcer Égée. La seule menace dans ce genre de config, c'est que le Russe décide de stabber, mais on va au moins avoir une saison d'alerte, parce qu'il lui faut au moins une saison pour mettre sa flotte en mer Noire. Et dès qu'on voit ça, va falloir rapatrier les troupes, lâcher son blocus. Du coup, une Russie avisée va devoir réfléchir à 2 fois avant de faire ça, parce que ça va en général surtout profiter à l'Italie ou à l'Autriche. Donc l'idée générale dans ce genre de situation avec la Turquie, c'est de mettre son blocus en place et de pousser la Lépante à se briser, vu que l'Italien a plus vraiment de perspective de gain à long terme. Si on revient du coup à la saison d'automne de la première année, on a vu du coup ce cas particulier du passage en Levant. Donc l'idée c'est bien en règle générale de venir bouncer s'il y a une flotte à Constantinople en face. Voilà, c'est la règle. Je suis désolé de le dire, mais c'est réellement un coup obligatoire. Je sais que ça hérisse parfois les poils de dire ce genre de choses, mais bon, c'est toute l'idée de l'ouverture, quoi. C'est la justification de prendre le centre autrichien. Si on passe à la suite en regardant que le sud, au niveau des mobilisations, l'idée c'est que l'Autrichien met une armée à Trieste. Ouais.
l'Italien met une deuxième flotte à Naples. Imaginons que la Russie mobilise à Moscou parce qu'elle est prise en parallèle la Suède, donc il y a une troupe à STP. Et le Turc, en règle générale, fasse une Lépante, il est tout intérêt à mettre une deuxième flotte. Là aussi, on va pas dire que c'est forcé, mais ça n'en est pas loin. Un point qu'on n'a pas abordé aussi sur la dernière saison, c'est qu'Apulie ne faisait rien. On peut aussi utiliser Apulie pour faire un soutien valide en blitz, pour indiquer un petit peu à l'Autrichien quel mouvement on veut qu'il fasse. Typiquement, on va faire le soutien invalide Apulie, soutien Grèce égée, parce que là encore, c'est un coup clé de cette stratégie. Est-ce qu'on peut s'attarder un peu sur le pourquoi Grèce Égée et pourquoi pas Ion Égée ou Ion Levant? Alors, il y a plusieurs raisons. La plus simple, c'est la raison tactique. C'est que si Grèce essaie de soutenir Ionian Égée, elle va se faire couper par Bulgarie et Constantinople va rebondir en Égée. Ou si Smyrne soutient Constantinople Égée, Égée va être prise. Alors, la Turquie a deux grandes lignes à jouer ici. Ça va être soit de se soutenir en Égée, soit de jouer Smyrne Méditerranée orientale. On va commencer avec le plus commun, c'est-à-dire Smyrne soutient Constantinople Égée. Et donc, ou Ankara, Constantinople derrière au cas où. Donc, comme on peut le voir, Grèce soutient Ionian Égée, déjà d'un point de vue tactique, ne fonctionne pas. Stratégiquement parlant aussi, l'Autriche a tout intérêt à garder un petit peu d'influence sur mer, histoire que l'Italie ne se réserve pas tous les centres turcs à elle toute seule et n'encercle pas le centre autrichien en Grèce, n'encercle pas la Bulgarie, qui est un centre que l'Autriche veut prendre aussi. Et pourquoi pas Lyon-Levant, du coup? Là, du coup, c'est plus jouable qu'en automne de la première année, mais c'est quand même légèrement imprécis. La difficulté qu'on va avoir quand même à ce niveau-là, c'est qu'on n'a aucune certitude que Naples peut passer en Ionienne. Parce que si Smyrne S, rien ne bouge et on va avoir du mal à prendre la Tunisie. C'est ça. On va être obligé de bouger Ionienne pour aller en Tunisie, mais du coup on abandonne l'objectif turc qu'on va se mettre en place. À l'inverse, si on fait Naptis et que le Turc joue Constantinople Égée soutenu, on va se retrouver dans une situation un petit peu délicate où certes on pourra prendre la Tunisie, mais il y aura une menace sur Ionienne là encore. Voilà, en gros ça crée des trous, ça crée un trou dans la position italienne, là où c'est vraiment pas nécessaire de s'en créer. Pour revenir sur donc le plus standard et le plus précis, c'est de faire Grèce Égée soutenu par Ionienne. Naples mer Tyrrhénienne, qui est destinée à prendre Tunisie. Voilà, donc l'idée c'est de prendre Tunisie a priori avec la flotte. Oui, parce que là du coup le convoi ne sert pas à grand chose. L'Italie ne va pas gagner du temps à faire ce convoi. Au contraire, elle risque d'en perdre parce que l'armée en fait elle est bien mieux placée sur le continent. Ça permet de défendre Venise au cas où si jamais il y a un Français ou un Allemand qui intervient. Et du coup, après, l'idée qui est importante derrière Grèce Égée, c'est de faire coulisser Trieste vers la Grèce. Et c'est toute l'importance d'être passé à Budapest par rapport à une version où on resterait à Trieste. C'est que Trieste-Albanie va pouvoir passer en Grèce par la suite et donc d'avoir une position avec Égée, Grèce et Serbie pour l'Autrichien. On va voir du coup a priori Vienne-Galicie pour essayer d'aller puncer le Russe au nord. Le Russe qui a deux options, c'est soit il prend le risque de faire Roumanie-Galicie soutenu par Varsovie sur l'inverse, sachant que tout dépend de ce que fait l'Italien et l'Autrichien. C'est-à-dire que Budapest peut soutenir Vienne-Galicie, ce qui va être le coup le plus classique en règle générale, et Serbie va avoir tendance à avoir coupé la Roumanie dans la majorité des situations pour espérer forcer la Galicie, mais si l'Italien inverse et soutient Serbie-Roumanie, on peut faire sauter la Roumanie aussi dès le printemps. Bon, alors voilà, ça c'est des sous-variantes, c'est des possibilités. En règle générale, il faut pas trop dévier non plus dès la deuxième année. Déjà, on doit maintenir une certaine coordination entre l'Italie et l'Autriche. Ça, c'est pas évident en blitz. D'où l'importance d'avoir certaines conventions. Budapest soutient Serbie-Roumanie. Oui, c'est possible. Ça peut donner de bonnes choses, mais il faut noter quand même que ça crée un trou en Serbie. Du coup, l'armée d'Albanie, va falloir qu'elle choisisse entre Serbie et Grèce. Bon, ça, c'est dans le cas de figure de Varsovie soutient Roumanie-Galicie. Un autre coup qui est souvent joué, que j'ai tendance à jouer moi, c'est plutôt Roumanie-Budapest. Tout simplement le soutien de Budapest et assurer la statut en Galicie. Mais en tout cas, la chose vraiment à retenir pour la Russie, c'est de pas jouer le simple Roumanie soutien Varsovie-Galicie, parce que du coup, ça va être coupé et l'armée autrichienne va rentrer en Galicie un peu gratuitement ici. Ouais, c'est pour ça que j'abordais ce coup-là, c'est qu'il y a quand même le Russe a tout intérêt à venir couper Budapest ou venir Roumanie-Galicie,
Voilà, C'est ça. avec la faille qui peut perdre la Roumanie si l'Italien soutient Serbie-Roumanie. C'était pour voir aussi au contre russe quelque part. Après, Bien on sûr. part dans des sous-variantes, effectivement. C'était dans le cas assez classique où on voit une situation qui peut ressembler à ça. Si le Turc Bounce égé donc avec Constantinople. Si on peut digresser encore, là, il y a une des options qui peut perturber beaucoup la Lépante vis-à-vis du Turc, c'est de laisser Égée vide et de Ouais. passer directement au Levant et de prendre la Grèce, du coup, derrière. Voilà, ça c'est une des grandes tentatives turques de mettre un petit grain de sel dans la machine de la Lépante. Juste pour compléter un peu, on peut s'imaginer d'autres variantes avec Constantinople-Smyrne pour avoir Ankara-Constantinople qui passe et se placer vraiment avec deux flottes sur Égée tout en ayant une armée à Constantinople que soutenir la Bulgarie à terme, ou même Constantinople en Bulgarie côte sud. Pour l'avoir déjà pratiqué, elle n'est pas forcément gagnante parce qu'en fait on va perdre l'armée de Grèce sera détruite, mais c'est assez déstabilisant pour la Lépante. Disons qu'il y a un peu des options perturbantes pour la Lépante qui sont pas forcément gagnantes tactiquement, et qui Ouais. vont jouer sur le fait que l'Italien et l'Autrichien ont besoin de se synchroniser sur des coups qu'ils n'avaient pas forcément prévus. La principale parmi celles-là, je dirais que c'est donc Ça va Smyrne, être, ça. Méditerranée orientale, Constantinople, Smyrne et Bulgarie-Grèce. Si on regarde donc cette version-là de contre, l'idée ça va être donc de passer en Grèce et de pouvoir après taper avec les deux flottes sur Égée, C'est ce qui ça. va rendre un peu délicat la position de l'Autrichien qui doit à la fois assurer la conservation d'Égée tout en prenant la Grèce. Alors, ce qu'il y a de mieux à faire ici, sans doute, c'est ionienne Méditerranée orientale, Serbie soutient Albanie, Grèce, et Égée côte j'ai sud, Bulgarie côte sud. bah, j'hésite. Peut-être que le mieux, c'est de tenir, en fait. Si Smyrne soutient Méditerranée orientale léger et que Grèce ne retourne pas toute seule en Bulgarie, Pas l'option de la retraite. Ouais. du coup, la retraite va faire mal à la Turquie, qui ne pourra du coup pas couvrir à la fois le Bulgarie et Constantinople. Et ça fait aussi que si la Turquie pense à ce cas de figure et retourne toute seule à Bulgarie, on n'a pas le souci d'avoir peut-être la Serbie coupée par l'unité russe en Roumanie. Donc on va reprendre Grèce tranquillement. Et sinon, si l'armée du Levant soutient Smyrne et Égée, bah, c'est coupé, donc ça bouge pas. Au final, la Lépante a quand même avancé ici. Voilà, bon voilà, après il y a d'autres petites subtilités et beaucoup de variables. Oui, là, parce que ça dépend effectivement de ce qui se passe autour de la Galicie aussi au bout d'un moment. Ça va dépendre effectivement s'il faut que l'Italien se coordonne bien pour attaquer le Levant dans cette situation-là. Ouais. Effectivement, s'il soutient Albanie-Grèce, a priori, ça fait perdre des G à coup sûr. Ça va permettre de dérouler moins facilement, donc ça peut être une option pour la Turquie, mais qui n'est pas forcément une option gagnante contre la Lépante. C'est ça. Ah oui, juste un dernier truc. Donc si Smyrne soutient Méditerranée orientale en Égée, la flotte italienne passe en Méditerranée orientale. Celle en Égée, la flotte autrichienne est délogée d'Égée. Et donc elle doit retraiter ici en ionienne. Bah, disons que cette retraite en ionienne de la flotte autrichienne, ça peut aussi instiller un peu un doute entre les deux, mais ça offre énormément de possibilités de stab de la part de l'Autrichien sur l'Italien. Il y aura peut-être la tentation pour l'Autriche ici de vouloir démobiliser sa flotte plutôt que de retraiter en ionienne, parce que elle peut avoir peur que les unités soient un petit peu trop imbriquées, de faire peur à l'Italie sur Naples, etc. Et ce qui est pas faux, mais la priorité ici, c'est quand même de garder toujours deux unités au contact d'Égée et Levant pour être certain que la Turquie ne mette pas en place son blocus, ce qui signifie en fait toujours la fin de la Lépante, en tout cas des perspectives de la Lépante en Turquie. Effectivement, s'il démobilise, Ionienne est vide, donc ça laisse plusieurs trous, mais ça laisse surtout la possibilité aux Turcs de chasser la flotte du Levant, et après de venir même avec sa dernière unité, venir à terme la détruire en Syrie. Voilà, je pense que ça a bien illustré le fait qu'il n'y ait pas de recette miracle non plus pour l'Italie et l'Autriche. Hein. La Turquie peut mettre des bâtons dans les roues. Voilà, bon, c'est ce qui fait aussi toute la richesse de ce jeu, c'est que c'est les toutes premières saisons, bah, aucune partie ne se ressemble. Hein. Peut-être juste pour faire un petit exemple de ce qui se passe aussi sur la fin de la deuxième année. Donc s'il y a un bounce enneigé entre les deux flottes turques et la flotte autrichienne et italienne, imaginons qu'il n'y ait pas de passage en Galicie. Si ça passe en Galicie, c'est maintenant, vu qu'après on a la deuxième armée russe qui vient bloquer complètement la Galicie et qui va faire qu'on va sûrement jamais revoir la Galicie à ce niveau-là. Effectivement, il ne faudra pas trop espérer passer. Après, on peut continuer à maintenir le statu quo hein, sans trop de problèmes, a priori, parce que la Serbie peut continuer à couper À la... couper la Roumanie. Bon, alors effectivement, la Roumanie peut également couper la Budapest. Et il y a aussi la possibilité d'une entente entre le Turc et le Russe sur la prise de la Serbie.
Sachant qu'il y a toujours Budapest soutient Serbie-Roumanie qui est possible. Bon, il y a plusieurs options. Donc en automne, une fois de plus, Ionian soutient Grèce et G est la meilleure option. On peut partir dans une sous-variante avec Ionian Méditerranée orientale, ce qui est un petit peu supérieur encore une fois au même coup la saison précédente. Que sans rentrer dans le détail, les différences, c'est qu'on va déjà être en Tunisie, qu'on va déjà avoir la 3e flotte. Donc il n'y aura plus jamais la pression sur Ionian qu'il y avait dans la précédente variante qu'on avait vue. On aura 2 flottes sur Ionian et du coup on va pouvoir quand même sécuriser la reprise de Ionian facilement. Malgré ça, je dirais quand même que c'est encore une fois un petit peu prématuré. Je pense que le bon moment de tenter la Méditerranée orientale, c'est quand on a la possibilité de faire suivre une flotte derrière, c'est-à-dire l'année suivante. Alors là, on a toujours les mêmes cas de figure qu'on voyait tout à l'heure sur la Turquie qui peut enneiger, sachant que là, il n'y a plus le passage en Grèce, parce qu'a priori, il y a Albanie-Grèce qui vient couvrir la Grèce. Donc la question à ce niveau-là, pour la Turquie, c'est aussi est-ce qu'il doit défendre Bulgarie ou pas? Parce qu'il y a toujours l'option autrichienne, au lieu de venir enneigé, de venir en Bulgarie-Côte Sud, par exemple. Alors, je pense pas que la Turquie doive s'inquiéter de perdre la Bulgarie, parce que encore une fois, si c'est le cas, ça veut dire qu'elle a réussi son passage enneigé. Pour l'Autriche, je préconise vraiment pas de perdre le fil en cédant à la tentation de prendre un centre, parce qu'encore une fois, on court le risque de laisser la Turquie mettre en place son blocus. Bon, on a pris un centre avec l'Autriche, c'est très bien, mais maintenant l'Italie va se trouver totalement sans perspective. Alors imaginez Constantinople et Smyrne Méditerranée orientale, avec un blocus total. Maintenant l'Italie n'a plus aucune perspective sur la Turquie. Avec 2 flottes turques en Égée et Méditerranée orientale, elle n'aura pas vraiment les moyens de lancer un assaut très convaincant sur la France. Et ce qui risque d'arriver, c'est tout simplement qu'elle attende l'opportunité de se taper l'Autriche. Sachant que le seul coup, ça serait peut-être un peu plus fort si jamais Ionian fait le vent. Mais là encore, ça se combinerait mieux, parce que forcément, si le turc force léger, mais que l'italien rentre en levant en même temps, et que l'Autrichien prend Bulgarie, ça peut être plus intéressant. Le risque, c'est que en blitz, c'est impossible de coordonner ça finement. Voilà. Donc, il faut insister vraiment sur le fait que l'Autriche doit être patiente, qu'il est important de jouer le coup Grèce-Égée jusqu'à ce que, soit jusqu'à ce que ça rentre, soit jusqu'à ce que l'Italie rentre en Méditerranée orientale. Et une fois qu'ils ont réussi l'un de ces 2 coups, là, on peut se concentrer à prendre des centres comme la Bulgarie. Voilà. Donc là, si on déroule un petit peu pour voir ce qui se passerait, donc il y a toujours la possibilité avec Apuli, on le redira à chaque fois, de faire un soutien valide. Est-ce que d'ailleurs ça te semble pertinent à un moment de remonter Apuli à Venise pour venir jouer au nord avec Apuli, pour générer un surnombre au nord? Alors bon, là on part un petit peu loin dans la partie. Toutes les positions seront différentes ici. De manière générale, il faut quand même faire gaffe à pas créer trop de menaces sur les centres autrichiens. Là, l'Autriche va souvent se sentir obligée de se défendre et du coup, toute la construction qui a été si minutieusement mise en place tombe comme un château de cartes. Quand on force l'Autriche à abandonner ses positions, à ne plus accepter les soutiens enneigés, etc. C'est une option qui peut exister et qui peut surtout répondre à une pression française en Piémont ou au Munich-sur-Tyrol. Il faut des raisons concrètes, disons. Une raison concrète, ça peut effectivement de donner un coup de main sur le front russe. En particulier si la Russie a réussi à rentrer en Galicie, qu'elle menace de déborder par Bohême, etc. Mais voilà, éviter de remonter à Venise sans raison précise. Et à l'inverse, vis-à-vis de l'Autrichien, un Italien qui remonte à Venise sans raison apparente, c'est potentiellement un Italien qui se prépare à planter un petit couteau dans la dos de l'Autrichien. Voilà. Donc si on déroule un petit peu une situation qui pourrait se passer, donc à ce niveau-là, donc l'Italien a pris Tunisie, donc on va pouvoir remobiliser une 3e flotte a priori. Pas nécessairement. Souvent dans ce genre de position, il m'est arrivé plusieurs fois de ne pas mobiliser du tout, de garder cette mobilisation sous le coude. Alors effectivement, c'est une option qu'on voit assez peu, mais qui peut être assez forte, que ce soit en blitz comme en égo. Des fois, ne pas mobiliser est un acte diplomatique très très fort. Ouais. Imaginons le cas de figure où l'Italie n'a pas d'intérêt à titiller la France, où l'Italie se concentre exclusivement à l'Est. Quelles sont les unités dont elle a besoin? Bon, elle va vouloir mettre une flotte en Méditerranée orientale, la flotte de Tunisie en mer Ionienne. Elle va vouloir convoyer l'armée d'Apuli en Syrie. Bon, et l'armée de Budapest, elle agit
comme d'habitude, communauté autrichienne. Et par la suite, une fois qu'elle aura réussi ce convoi, ou parfois juste avant de convoyer, il va lui falloir recréer une armée pour la défense potentielle de Venise, face à la France, face à l'Allemagne, même face à son allié autrichien. Il va lui falloir une armée à Rome pour couvrir Venise. Plutôt que cette flotte créée dès 1902. Ne pas mobiliser ici, c'est se garder plus d'options. Et disons qu'en 1902, la position n'est pas forcément suffisamment claire pour savoir de quoi on aura besoin à terme. La garder en réserve, c'est peut-être une option. C'est vrai que c'est pas l'option la plus naturelle, mais c'est une option qui fait quand même sens. Moi, je te propose de continuer là-dessus, du coup, en considérant qu'il est pas mobilisé. Dans ce cas de figure, donc là, on reste dans une position assez classique. On est rentré dans la situation où le Russe finit par rentrer en Galicie. Là, l'idée générale pour la Lépante, dans une position qui est un peu plus statique. Qu'est-ce que ça va être les marges de manœuvre? Comme on a dit tout à l'heure, le passage en levant, peut-être qu'il peut se tenter à partir de maintenant. Voilà, c'est à partir de maintenant que cette option devient la plus pertinente. Et donc finalement, ça impose un certain guess avec le Turc qui a le choix entre défendre Égée ou Levant. Exactement, c'est un guess pur. Alors le coup Grèce-Égée qui doit continuer à être joué justement. L'Italie doit deviner entre Smyrne soutient Constantinople-Égée ou Smyrne Méditerranée orientale. C'est un guess pur. C'est un guess pur, mais c'est un guess qui va se reproduire à tous les tours. Alors certes, on va pas forcément passer dès le printemps. L'idée, c'est tant qu'à terme, on finisse par gagner une fois le guess. Voilà, bon, à un moment donné, a priori, ça devrait passer. Donc l'idée, c'est d'insister tant que jusqu'au moment où ça passe, pour finalement arriver à mettre en place un verrou italien et autrichien sur Égée et Levant. Envoyer l'armée appuyer en Syrie et d'aller manger la Turquie et à ce moment-là, peut-être de prendre la Bulgarie une fois qu'on est en Égée ou au Levant. Voilà. Donc bon, je pense pas que ce soit vraiment pertinent de poursuivre au-delà de cette saison-là, parce que les différents cas de figure sont absolument innombrables. Avant de revenir en arrière, c'était juste pour regarder les perspectives à long terme. L'idée à ce niveau-là, c'est qu'on a une faiblesse qui est la Serbie au niveau de la Lépante. C'est cette possibilité d'avoir Roumanie-Serbie ou Bulgarie-Serbie, une entente entre les deux, entre Russes et Turcs pour chasser la Serbie, ce qui est le point faible. Et sachant que si on perd la Galicie, on a une deuxième faiblesse qui est le passage en Bohème, avec Ukraine-Galicie qui coulisse derrière. D'où l'importance en tant qu'Autrichien de plutôt avoir tendance à venir venir attaquer la Galicie plutôt que de soutenir Budapest uniquement en défense. Ouais, de manière générale, de toute façon, le cassage de soutien est un coup bien plus fort, bien plus flexible, qui va marcher contre le plus d'options adverses qu'un simple soutien défensif. Si on veut imaginer une situation, par exemple, très défensive, c'est de faire but de Roumanie, Serbie, Roumanie, Vienne, Galicie, on bloque à peu près toutes les options. À la fois en défendant la Serbie face à une menace turque soutenue par la Roumanie. Donc là, on va être vraiment sur un statu quo. Alors, il y a un cas de figure un petit peu particulier, si on peut revenir en arrière. Au printemps 1902, donc l'Autriche et l'Italie doivent quand même garder à l'esprit la possibilité du coup Roumanie-Serbie soutenue par Bulgarie, qui peut mettre un sérieux frein à l'Élépante. Dans ce cas de figure, donc la Roumanie est passée en Serbie, pas forcément Sébastopol-Roumanie d'ailleurs, hein. Plutôt Sébastopol, tiens, je dirais. Ouais, mais je pense que c'est meilleur parce que ça. Bon, de toute façon, il n'a pas envie de mettre une flotte en Roumanie, hein. Oui, c'est vrai. Donc dans ce cas de figure, donc le Russe passe en Serbie, la Serbie retraite à Trieste. Donc on va pouvoir se retrouver dans une situation qui ressemble à ça. Donc en général, on va passer en Galicie quand même, parce que la Roumanie va intervenir sur la Serbie. Donc il va falloir maintenant, pour l'Autriche, reprendre la Serbie. Donc on va dire Albanie soutient Trieste, Serbie. Alors il y a plusieurs façons de faire, il y a beaucoup de guesses dans cette position, mais disons que le plus sécurisant, ça va être de faire également Budapest soutient Trieste, Serbie. Voilà, de la part de l'italien, Grèce tient et Union soutient Grèce. Ouais, et du coup là, on perd complètement l'idée de mettre le blocus en place. C'est ça. Alors la Turquie va passer en Égée, va passer en Méditerranée orientale, et disons que voilà, la Lépante a tout simplement échoué ici. Alors il y a différentes façons de faire, hein. On peut tenter des guesses plutôt, des Budapest soutien Galicie Roumanie, des Grèce Bulgarie, des Ioniennes Levant, etc., etc. Et en fonction de ce que vont faire la Turquie et la Russie, ça peut basculer d'un côté ou de l'autre. Donc voilà pourquoi j'ai proposé un jeu d'ordre le plus conservateur et le plus sûr possible. Ce qui est intéressant aussi, si on revient au printemps, au moment où le coup est joué, à ce niveau-là, il n'y a aucune coordination préalable entre le Turc et le Russe. On va dire que ça va être joué à l'instant entre les deux. Le Russe prend le risque que si le Turc ne le soutient pas, il perd la Galicie. Voilà, bon, je voulais revenir à ça. Alors,
Effectivement, en voyant ça, on peut se dire que c'est un gros problème pour la lépente hongroise, que c'est un gros trou dans la théorie. Et en vérité, je dirais que non, parce qu'il faut comprendre quel est vraiment l'intérêt profond de la Russie à jouer de cette manière. Alors pour la Turquie, c'est une certitude. S'ils proposent ce soutien et que le soutien est accepté, c'est une grosse aubaine pour la Turquie, qui parvient à mettre en place son blocus. Là, c'est extrêmement désirable pour elle. Mais l'intérêt pour la Russie est beaucoup moins certaine, parce que d'une part, en faisant ça, elle permet à l'Autriche de rentrer en Galicie. Son armée va être détruite en automne, donc bon. Détruite ou reculée en Roumanie, d'ailleurs. Effectivement, le seul moyen qu'elle garde effectivement une présence en Roumanie à la fin de l'année, pas le centre en lui-même. Le centre en lui-même, il a d'autres manières de le garder, mais la présence d'une armée en Roumanie, ça va être de revenir en fait. Ça va être de faire servir Roumanie soutenue par Sébastopol, et j'irais jusqu'à dire faire Varsovie-Galicie soutenue par Ukraine pour reprendre la Galicie en même temps. Je vais dire justement, la seule manière d'être certain d'avoir une présence en Roumanie à la fin de l'année, en fait, c'est de soutenir deux fois la Serbie en Roumanie. C'est vrai. On peut aussi espérer que Budapest soutienne sur la Serbie et s'assurer la Galicie ou la Roumanie. Bon, c'est une position tactique très compliquée, mais stratégiquement parlant, l'intérêt pour la Russie de jouer comme ça est quand même très douteux. Alors bon, déjà comme tu disais, le Russe n'a aucune manière de savoir que la Turquie va jouer de cette manière. Et même si ça passe, bon, c'est très favorable à la Turquie, mais pas spécialement à la Russie du coup, qui sacrifie un peu de sa propre progression à la sécurisation de la Turquie. Ouais, alors après, par contre, le point qui me semble un peu plus intéressant, c'est si on reste dans une perspective qu'on a vue tout à l'heure, c'est qu'au printemps, le Russe peut utiliser Sébastopol pour faire un invalide, justement, et soutenir Roumanie, Serbie invalide, et espérer comme ça qu'à l'automne, le Turc soutienne Roumanie et Serbie, sachant que dans cette position-là, il prendrait la Serbie, donc il pourrait mobiliser, et il assurerait en même temps la défense de la Galicie. En automne, l'Autriche est également un petit peu mieux placée, donc elle va pouvoir faire Albanie soutien Serbie. Après, ça va être du guess entre Serbie, Albanie, Grèce, etc. Voilà, bon, ça devient un petit peu compliqué, mais ça peut être une option pour la Russie, pour perturber la lépente, en tout cas, ça peut être une façon de se défendre. Et ça peut être aussi tout simplement un coup d'intox. Peut-être qu'on peut s'arrêter là donc, pour cette lépente hongroise dans les grandes lignes. Est-ce qu'on reviendrait pas, parce que c'est quelque chose qui a été demandé aussi un petit peu, c'est de voir si jamais il y a l'ouverture en mer Noire de la Turquie, comment dérouler la lépente et quelles sont les options turques pour s'en défendre. Voilà, donc on est au printemps 01. Imaginons qu'il se passe la même chose, donc on ouvre toujours pour une lépente entre l'Italie et l'Autriche. Le Russe partirera 3 unités au sud, et là cette fois on va bouncer en mer Noire côté turc. Et dans ce cas de figure-là, donc un Turc qui serait plutôt parti contre le Russe au départ, qu'est-ce qui sera le plus fiable au niveau de la lépente et quelles sont les possibilités de défense turque s'il en a encore? Là, pour le coup, ça va être beaucoup moins compliqué pour l'Italie et l'Autriche. On va pas avoir toutes ces variantes de guess interminables. Le coup qui est sans doute le plus puissant, ça va être Ionian Méditerranée orientale. Et dans tous les cas, on reste sur l'idée de partir en Budapest dans ce cas-là. Effectivement, on n'est pas obligé de continuer avec la lépente hongroise quand on voit cette ouverture turque. Il m'est arrivé aussi moi-même de revenir à Venise et de jouer une lépente classique. Comment dire, c'est un petit geste envers l'Autriche. Ça va rendre la coordination plus aisée. C'est objectivement moins fort pour l'Italie. C'est toujours mieux d'avoir une unité de plus, un centre de plus, un meilleur contrôle de son allié, entre guillemets. Mais bon, c'est une option également. Et est-ce que Triestien ici ferait pas plus de sens parce qu'on n'aura pas besoin a priori de venir passer une armée en Grèce? Triestien, qui dans le cas en carré Constantinople la première année, est réellement une ouverture qui n'est pas justifiée en gros dans ce cas de figure. Triestien est déjà un peu plus jouable. Ça fait longtemps que j'ai pas vraiment réfléchi à ça, mais je crois que dans ce cas-là, on fait plutôt Ionian Égée, non? Effectivement, avec Ionian Égée Triestien, ça paraît stable parce qu'effectivement, la flotte de Grèce aura pas besoin de bouger en Égée. Mais effectivement, à partir du moment où on fait Ion, Levant, ça reste Trieste-Budapest, je pense, qui est le plus simple pour avoir justement l'armée à Trieste qui va pouvoir revenir en Grèce par la suite. Oui, Ionian-Levant, c'est clairement le coup de la lépente hongroise. Le souci quand même, si on fait Triestien et Ionian-Égée... Diplomatiquement, ça va fermer les options autrichiennes en Turquie. Enfin, c'est pas forcément le plus amical vis-à-vis de l'Autriche, mais outre ce fait-là, qu'est-ce qui se passe si du coup la Turquie commence tout de suite à se défendre maintenant avec Ankara-Constantinople
On peut essayer de regarder ça rapidement. Avec la flotte, donc une armée à Budapest, une flotte en Smyrne, une flotte à Naples, et une armée à Moscou. Du coup, Égée, Constantinople, Serbie, ouais, mais tu vois, ça fait des trous, quoi. Non, Serbie soutient Grèce, Bulgarie, quoi, on va dire. C'est ça l'idée, je pense, c'est d'aller prendre vite la Bulgarie, mais de perdre DG contre le Levant assez vite. On va se faire chasser du Levant, et on va retraiter en DG pour retraiter au Levant. Ça paraît moins précis, dans tous les cas de figure. En précis. Bon, on va dire que c'est quand même une option. Au contraire de Triestien, dans le cas où la flotte va tout de suite à Constantinople la première année. Mais donc pour revenir, donc le cas général à l'automne, donc si on veut continuer dans les pentes hongroises, ça va être faire Trieste-Budapest, Lyon-Levant pour les raisons qu'on a dit tout à l'heure, donc permettre à l'Autrichien de passer en Égée. Toujours possibilité de faire des invades avec Apulie. Bulgarie là peut venir embêter Grèce au cas où, on sait jamais. Et dans ce cas de figure là, donc un peu plus classique, on va pouvoir donc une armée à Trieste côté autrichien, flotte à Naples, flotte à Smyrne et armée à Moscou toujours. Au niveau des mobilisations au sud, il n'y a pas vraiment d'autres possibilités. Donc là, on prend le cas de figure où la Turquie ouvre en noir, mais va quand même jouer Ankara Constantinople à l'automne. Parce qu'après, bon, on a aussi les cas de figure et continue à rebondir en noir à l'automne. Hein. Après, pour ce cas de figure-là, on peut renvoyer par exemple ce qui s'est basé sur l'analyse de partie qu'on a faite la semaine dernière. Exact, ouais. Pour donner à peu près ce que ça peut donner pour la Turquie dans ce genre de cas de figure. Donc là, les coups vont être assez simples. Hein. Ça va être Naples-Ionian, évidemment. Naples-Ionian. Vienne-Galicie, Budapest soutient Vienne-Galicie. Grèce et Égée soutenu par le vent, du coup. Trieste-Albanie. Ouais. Et Serbie qui peut venir couper la Roumanie toujours pour venir embêter le Russe. Donc là, on va considérer que la Turquie rebondit en Égée. Et d'ailleurs, c'est peut-être dans ce genre de cas de figure où une des défenses, peut-être des seules défenses vraiment efficaces du Turc, ça va être de soutenir Roumanie-Serbie. Pour venir perturber ce qui semble inarrêtable là au sud, puisqu'il va avoir 3 flottes contre lui sur Égée dès l'automne la deuxième année, donc il va forcément perdre Égée et derrière, ça va être compliqué à défendre. Donc c'est sûrement une des pistes de défense, ça va être la Bulgarie soutient Roumanie-Serbie. La Turquie peut effectivement tenter ça. Ça, ou alors l'autre option qu'on avait vue aussi, c'est-à-dire que ne laisser la flotte autrichienne rentrer en Égée et du coup rentrer en Grèce. Momentanément en Grèce. C'est des versions inférieures hein, quand même de ce qu'on a vu. Ça va être dans tous les cas plus facile là, pour la Lépante. Ça peut être des options pour essayer de perturber un peu la Lépante qui serait sinon inarrêtable, sachant qu'il y a toujours l'option pour l'Autrichien de faire Serbie-Grèce et Trieste-Serbie s'il veut s'assurer la Grèce. Ou Serbie-Grèce et Trieste-Albanie aussi, qui s'il arrive à pressentir le coup Bulgarie-Grèce. Mais bon, pour faire simple, regardons tout simplement le cas de figure où le Turc se soutient en Égée. Et donc en automne, suivant les cas de figure, suivant ce qui se passe à l'ouest, l'Italie a 2 options ici. Elle peut gambiter de nouveau la Tunisie, enfin pour forcer la mer Égée immédiatement. Donc ouais, c'est de faire double soutien sur Grèce et Égée. Ouais. Et faire une nouvelle fois l'impasse sur Tunisie, donc avec Albanie, Grèce, etc. Et oui, donc là l'idée c'est de faire Albanie-Grèce, alors c'est a priori dans ce cas de figure, c'est toujours le mieux pour l'Autrichien d'insister sur Égée à ce niveau-là. Toujours, jusqu'à ce qu'on soit passé. Parce que contrairement à tout à l'heure, là on est quand même dans une position où on a déjà le Levant. Oui, tu veux dire qu'il y a plus de menace de blocus maritime, quoi. Est-ce que Serbie-Bulgarie, ça serait... Bon, disons que c'est déjà plus justifié dans ce cas de figure-là. On court pas le risque de perdre immédiatement toute perspective. Bon, donc voilà, en général, ça va être essayer de faire le statu quo au nord vis-à-vis du Russe. Donc il va y avoir un guess sur la Galicie à ce niveau-là, comme tout à l'heure. Et donc l'idée, c'est de forcer Égée, et une fois qu'on a forcé Égée, je sais pas s'il y a besoin d'aller plus loin dans la démonstration à ce niveau-là. Il y a la Bulgarie qui tombe forcément, avec Égée, Constantinople, Grèce, Bulgarie. Bulgarie qui tombe, l'idée de convoyer une armée italienne en Syrie. Il m'est déjà arrivé de voir des convois directement à Smyrne soutenus aussi. Ouais. Bah, c'est toujours le guess après coup, une fois qu'on a cette position avec Lyon et EAS, c'est que si le Turc vient défendre Syrie, Smyrne a priori à poil. Mais voilà, sachant que dans tous ces cas-là, on a aussi la force côté Lépante, c'est qu'il y a toujours Apulie qui peut, tous les coups précédents, mettre des invalides pour dicter un peu la conduite à tenir pour l'Autrichien. Ça, c'était la variante, ce qu'on appelle le gambit du Levant, c'est-à-dire le passage en Méditerranée orientale.
Mis à part ça, l'Italie a d'autres options ici. Elle peut directement convoyer en Tunisie, là. Et là, elle va refaire une flotte à Naples et une armée à Rome. Elle va plutôt tenter le Levant le coup d'après. Alors, suivant les réponses de la Turquie, ça peut soit accélérer l'attaque, soit la ralentir. Alors ça, c'est un point intéressant que tu dis, c'est mettre quand même une armée à Rome, pour assurer une défense de Venise en cas d'agression. Alors c'est sûr qu'une armée à Venise, c'est très clairement une déclaration de guerre vis-à-vis de la Turquie, de l'Autriche à ce niveau-là. Ce que j'ai du mal à voir, c'est comment tu vas pouvoir récupérer à terme, empêcher le blocus maritime, parce qu'on se retrouve dans une position finalement proche de la Lépante avec l'ouverture Ancon au printemps. Ouais, c'est quasiment la même, ouais. Et donc toujours avec l'Égée dont on parlait tout à l'heure. On a le gaz entre Méditerranée orientale et Égée, mais on l'a une année à l'avance, parce qu'on a déjà pris Tunisie. Donc voilà, là l'idée, donc on va pas redévelopper tout, mais c'est soit passer au Levant, soit soutenir Grèce Égée, Trieste qui va coulisser vers Grèce, etc. Donc une position un peu plus forte que dans le cas où le Turc Ankara Constantinople dès la première année qu'on a bonissé en Égée. C'est vrai que moi j'aurais tendance à préférer le Gambie du Levant côté italien. J'ai l'impression que ça offre plus de perspectives, mais les deux sont jouables a priori. Du point de vue de l'attaque de la Turquie, clairement, le Gambie du Levant, c'est ce qui est le plus puissant ici. Et je vais peut-être citer, histoire d'être un peu complet, une dernière possibilité. Alors ça, c'est plutôt dans le cas où la Turquie a ouvert Ankara, mer Noire, et Smyrne, Constantinople. Alors là, effectivement, c'est encore plus favorable à la Lépante. Comme le blocus maritime ne menace pas du tout de se mettre en place, l'Italie peut décider de se lancer plutôt dans une campagne française ici. Donc prendre Tunisie avec la mer Ionienne. Avec la mer Ionienne, ouais, ok. Et donc de faire Trieste-Budapest peut-être. Trieste-Budapest, de remonter tout de suite à Venise. Avec le risque que l'Autrichien le prenne très mal aussi. Alors c'est pourquoi il m'est arrivé par le passé de ne pas jouer Roma Puli. Alors ça c'est une autre variante. De pas jouer Roma Puli, ce qui est pourtant le coup qui définit la Lépante, mais bon, ça reste quand même une variante de la Lépante. De jouer plutôt Rome Toscane la première saison. Et donc si on revient en arrière, juste pour dire, ça serait une variante la première année, c'est de faire Rome Toscane. Ouais. Pour aller partir du coup assez vite contre le français. Sachant que là, la faiblesse toujours, c'est si on fait Rome-Toscane en ouverture. Ça change pas forcément grand-chose si on a Ankara, Constantinople, puis en Arménie au début, puisque finalement l'armée, au lieu de rester appuyée, elle va rester en Toscane. C'est ça. Voire remonter, etc. Donc ça prend pas les perspectives. Ouais. Par contre, ça coupe, dans le cas où il y a un rebond en mer Noire, ça coupe la possibilité d'aller convoyer en Tunisie. Mais ça crée du coup cette option supplémentaire de Ionienne Tunisie, Toscane Piémont et la mobilisation de 2 flottes maintenant. Et d'aller après, du coup, si on déroule sans regarder ce qui se passe à l'est pour le coup, de mettre Naples et Rome en flotte. Voilà. Et donc de pouvoir vite agresser le français. Méditerranée occidentale, la flotte de Rome qui va venir en mer Tyrrhénienne. Et Naples ionienne, du coup, pour verrouiller quand même. Donc l'Italie va utiliser maintenant seulement 2 unités pour soutenir l'Autriche, l'armée de Budapest et la flotte de Ionienne. Mais les coups seront sensiblement les mêmes. Il va continuer à soutenir Grèce Égée. Le risque dans cette perspective-là, c'est que le Turc ait le temps de mettre son blocus maritime en place. Justement, cette variante italienne, il faut la jouer uniquement dans le cas où le blocus n'est plus possible du tout, c'est-à-dire quand Smyrne va à Constantinople. La première. Ok, oui. Pardon, ouais. Donc j'ai joué le mauvais coup au début. Là, l'Italie a le luxe de jouer sur 2 fronts à la fois. Et là, pour une fois, elle a de réelles perspectives rapides. En France, ouais. Pour la France. Ce qui est suffisamment rare pour qu'on cite quand même l'exemple. Est-ce que tu as d'autres perspectives d'alliance autrichienne et italienne dont tu voudrais parler ? Je pense qu'on peut commencer par la Lépante classique, donc toujours Naples ionienne, Rome Apullie, Trieste tient, mais Venise tient, pardon. Ça peut aussi être Venise Piémont ou Venise Tyrol. Donc l'Autriche, on va toujours prendre les coups habituels, Trieste, Albanie, Serbie, Budapest, Vienne, Galicie. On va imaginer côté russe, donc une ouverture toujours assez classique, avec du coup les 3 unités au sud. Donc dans le cas où la Turquie rebondit en mer Noire, on va dire avec Smyrne Arménie, parce que c'est ce qui est quand même plus flexible que Smyrne Constantinople qu'on a vu. Là, c'est une ouverture qui marche bien.
On a toute la latitude de jouer en automne ionienne convoi Apullie, Tunisie, refaire une flotte à Naples, et l'année d'après, soit soutenir la flotte autrichienne de Grèce enneigée, soit jouer Lyon-Levant. Si on rentre un petit peu plus dans le détail du coup, l'Autrichien va bonusser en Galicie toujours, Albanie-Grèce a priori. Le Russe dans ce genre de cas de figure va sûrement assurer la Roumanie. Voir, ça c'est les petits coups tactiques dont on avait parlé la dernière fois. Peut-être tenter un rebond en mer Noire. Il y a plusieurs options aussi. Disons, Sébastopol soutient Ukraine-Roumanie plutôt, et la Turquie qui finit quand même par se défendre en jouant Ankara-Constantinople, Arménie Ankara. Voilà, bon, là on arrive dans un cas de figure qui ressemble à ceux qu'on a déjà vus, à ceci près que l'armée qui va se retrouver à Budapest sera autrichienne. Donc l'idée c'est flotte de Naples, donc 2 armées pour l'Autrichien, et flotte de Smyrne côté turc, toujours armée à Moscou dans tous les cas. Donc là les plans seront sensiblement les mêmes, hein. On va de nouveau voir Ionian soutien Grèce Égée, Trieste-Albanie. La différence ici, c'est que l'Autrichien maîtrise le gaz sur Galicie et Roumanie, donc il maîtrise un peu plus tous les éléments. Il y aura même des potentiellement Budapest-Roumanie soutenus par Serbie qui peuvent être une option. Exactement, donc le Russe du coup va devoir se méfier un petit peu plus, peut-être devoir jouer un petit peu plus défensif. Peut-être Sébastopol, Roumanie, et puis Varsovie-Galicie, soutenu par Roumanie dans ce cas de figure-là. Et ici, bon, Ionian n'est pas non plus obligé de jouer, de soutenir Grèce Égée. Il peut aussi tenter. Bon, en fait, on a le cas de figure du gaz. Hein. Donc, on a soit Ionian soutien Grèce Égée, soit Ionian. Et Napion dans ce cas-là. Alors, les positions qui en découlent, donc, elles vont être assez ressemblantes à ce qu'on a déjà vu. À ceci près que l'Autriche va avoir un petit ascendant quand même sur l'Italie. Et puis un ascendant sur le Russe aussi qui est plus marqué, lié à la flexibilité qu'il a avec Budapest. C'est une position qui reste jouable pour les deux camps, il n'y a pas de souci là-dessus. Ouais, alors peut-être juste pour finir sur la position telle qu'on l'a au printemps 02, c'est important aussi d'insister sur le fait que là, l'Autrichien a priori plutôt intérêt à continuer à jouer avec l'Italien sur Grèce Égée. Sachant que l'Italien avait Venise aussi qui pouvait utiliser des invalides comme dans l'autre. Voilà, ça il fallait le dire effectivement aussi. Donc dans la variante où Venise tient plutôt que Venise Piémont ou Venise Tyrol, elle peut donc envoyer un petit invalide. Elle peut même en envoyer 2 la première année. Typiquement Venise soutient Grèce Égée, Venise soutient Trieste Grèce. L'idée c'est vraiment que pour que ça continue à jouer ensemble, il faut que l'Autrichien participe à faire sauter le blocus turc. Comme d'habitude, c'est primordial. Alors, il pourrait se dire, là, je prends la Bulgarie, je vais finir peut-être par prendre la Roumanie un jour, j'aurai 7 centres, et puis il risque de se prendre l'Italien sur le dos à faire ça. Voilà. Il va se retrouver dans une position étriquée. L'Italie sans perspective, qui du coup va se trouver réduite à attendre des opportunités de stable. Un bon Italien va pas lui rentrer immédiatement dans le lard. Ce serait un mauvais pari. Mais dans tous les cas, une Italie qui fait face au blocus turc n'a pas les moyens d'aller en France. Tout ce qu'il peut faire, c'est attendre de stabber. Ce qui est évidemment pas une situation désirable pour l'Autriche. Donc la problématique de cette ouverture-là, ça va être du coup dans le cas où il y a Ankara-Constantinople dès la première année, donc pas de boon sans mer Noire. Et c'est là où elle va être plus faible dans ces circonstances-là que les pentes hongroises a priori. Elle reste jouable, je pense. Le Turc a quand même une difficulté ici assez importante, c'est qu'il peut pas vraiment sortir enneigé comme ça. Ah, ça c'est encore un autre aspect de la situation. Effectivement, bon, on peut imaginer que la Turquie s'expose en partant enneigé à une attaque de la mer Noire. Ceci étant dit, la mer Noire a tapé Constantinople est également un risque. On va imaginer la Russie qui tape Constantinople avec la Roumanie et la Roumanie avec l'Ukraine. Aussi le risque de Arménie-Sébastopol et Constantinople, aux mer Noire. C'est sûr que c'est une ouverture très risquée. Donc en tant que Russe, je pense quand même qu'on peut dire que le coup standard, c'est quand même de retourner à Sébastopol ici. Donc je dirais quand même que dans cette position, le coup habituel, on va dire, pour la Turquie, sera de faire Constantinople léger. Et donc là, on resterait donc dans l'idée de faire Apullie Tunisie a priori. L'Italie, ne prenant pas de centre autrichien, doit convoyer son armée en Tunisie pour pouvoir mobiliser la première année. Est-ce qu'on pourrait pas imaginer une variante de faire Venise-Trieste maintenant pour rentrer dans une fausse lépante hongroise, entre guillemets, une lépante hongroise différée,
Du coup, c'est de faire Venise, Trieste et Lyon, Égée, pour rentrer dans la thématique de Bounce en Égée. Bah non, parce que du coup, on a toujours le même souci, quoi. C'est qu'on on va créer un trou dans le dispositif autrichien, là. L'année d'après, bon, on a vu que Grèce soutient Lyon et G au printemps de la deuxième année. Ça marchait pas, en particulier contre le coup Bulgarie-Grèce. Donc il est nécessaire de jouer Union soutien Grèce et G. Et du coup, il faut une unité autrichienne pour relayer la flotte de Grèce, qui n'est plus disponible maintenant. C'était pour illustrer tes propos. On va rester du coup sur l'idée du convoi. Donc là, l'idée, c'est toujours de prendre donc la Grèce pour l'Autriche, l'italien convoi, et donc on se retrouve au niveau des mobilisations, donc plus 2 Autrichiens, donc toujours 2 armées a priori. Flotte à Smyrne pour le Turc, bien sûr. Flotte à Naples et armée à Moscou côté russe. Donc la différence majeure de cette position avec celle qu'on a vue dans la Lépante hongroise, c'est que la Turquie a déjà sorti sa flotte en Égée. Elle n'a pas encore tout à fait mis en place son blocus maritime, mais elle le menace fortement. Alors quelles sont les options ici pour l'Italie et l'Autriche? On peut tenter Ionia de Levant. Grèce Égée me paraît quand même centrale encore là dans le dispositif. Ouais, Grèce Égée vraiment nécessaire. Et donc pour défendre du Smyrne, Levant soutenu par Égée. Voilà. Là effectivement ça rebondit. Le souci évidemment étant que on s'expose à un Égée soutien Bulgarie-Grèce qui passerait dans ce cas de figure. Et du coup, en imaginant toujours Trieste-Albanie, qui est toujours nécessaire, dans cette position-là, la flotte de Grèce explose et la Lépante est morte parce que le blocus turc va se mettre en place dès la saison d'après. Il y a quand même un guess à ce tour-là. Alors il y en a plein des guesses. Donc la Serbie aurait pu prendre la Bulgarie, mais encore une fois, la Turquie s'en pas changé. Quelles sont les autres options? Alors Ionian peut soutenir Grèce Égée. On fera une interversion, mais du coup il reste la flotte en Égée. Si le Turc joue Smyrne, Méditerranée orientale, donc là. Égée va retraiter à Smyrne. Ne jouons pas Serbie-Bulgarie ici. Serbie, Roumanie comme d'habitude. Vienne Galicie par exemple. Dans ce cas de figure, ça a bien fonctionné pour l'Italie et l'Autriche. Ils ont réussi à prendre Égée. Ils vont reprendre Grèce sans trop de difficultés, comme on l'a vu dans les positions correspondantes. Donc là, il n'y a pas de souci. Le blocus maritime turc se mettra pas en place. On va pouvoir avancer à coup de guess. Ouais. En revanche, il suffit que le Turc défende Égée avec un soutien et qu'Égée soutienne Bulgarie-Grèce par contre dans cette option. Et c'est tout l'inverse, on revient sur la Grèce qui explose. Voilà. Et il y a un blocus turc au coup d'après. Donc on peut pas dire que cette variante soit injouable, mais l'Italie et l'Autriche vont devoir réussir un guess très périlleux, et ce dès la première saison, plutôt la troisième saison, là, printemps de la deuxième année. Donc voilà, donc pour la Lépante un peu classique, sachant qu'on a toujours les mêmes possibilités après les mêmes guesses au nord, donc l'avantage autrichien d'avoir une armée autrichienne à Budapest qui donne un avantage sur la Roumanie. Ouais, c'est à peu près tout pour ça. Voilà, la Lépante classique, c'est une ouverture qui demeure jouable, mais il va falloir réussir les guesses dès le printemps de la deuxième année, ce qui n'est pas le cas de la Lépante hongroise, qui permet un peu plus de latitude. Et puis dans un cas, les guesses de la Lépante hongroise sont favorables à l'avancée autrichienne, alors que là, c'est qui te double. En prenant ça en compte, il existe une variante un petit peu hybride, on pourrait dire. C'est une forme de Lépante où, encore une fois, l'Italie joue avec quatre centres départ, mais elle passe quand même à Trieste au printemps de la première année pour rentrer en Albanie à l'automne. Donc l'idée, ça va être de jouer le même coup au printemps que la Lépante hongroise. On va rester dans le cas d'un Ankara-Constantinople du côté turc. Et donc là, ça serait l'idée de coulisser en Albanie au lieu d'aller à Budapest dans une Lépante hongroise. Voilà. C'est l'idée générale. Et donc de convoyer Apulée en Tunisie, j'imagine. Voilà, ça c'est obligatoire parce que l'Italie a besoin de mobiliser. Je reviens pas sur le détail autour de Constantinople, etc. Mer Nord-Sébastopol, ouais. Mer Nord-Sébastopol qui est plus défensif pour le russe. Et donc l'idée c'est d'avoir donc toujours les +2 autrichiens, donc les deux armées. J'imagine une flotte à Naples côté italien et une flotte à Smyrne côté turc. Donc ici, on a toujours la flotte turque qui est passée en Égée et on va toujours avoir un guess, mais ça va être un guess moins périlleux du coup, grâce à la présence de l'armée italienne en Albanie, qui va pouvoir soutenir Serbie-Grèce.
Donc voilà, l'idée c'est qu'Albanie soutienne Serbie-Grèce et non Voilà. pas Albanie-Grèce. Trieste, Euh, Serbie, il n'y a pas de trou. La petite faiblesse, c'est qu'on n'utilise plus Serbie pour jouer au nord. Donc on perd l'avantage, a priori, d'avoir une troisième unité, une unité supplémentaire autrichienne au nord. Ouais. Et donc de jouer toujours sur Grèce, Albanie, Grèce et G. Qu'est-ce que tu veux dire, une armée supplémentaire en or? Le fait que ce soit une armée autrichienne à Budapest, on a l'avantage d'égaler Ah, sur le russe, que là on a pu vu que Serbie est mobilisée au sud. ah oui, d'accord, oui. Le Roumanie soutient Varsovie, Galicie, n'est pas coupé, il va pouvoir a priori s'installer plus facilement en Galicie. Ah oui, c'est vrai. On va reprendre des options assez classiques, disons, qui verrouillent la Roumanie, parce que il s'attend un petit peu au Serbie-Grèce, Mhm. et du coup il n'a pas besoin de prendre le risque sur la Roumanie. Ouais. Là, on a toujours les guesses de tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est soit on soutient Grèce et G, soit on Ouais. fait Lyon-Levant, Ouais. sachant qu'il y a chaque fois il y a une possibilité de contre de la part du Turc. Par contre, il n'y a plus de menace sur la Grèce, donc le Turc ne Voilà. peut pas contrer la menace C'est en ça. faisant sauter la Grèce. On court plus ce risque terrible que la lépante soit crevée dans l'œuf. Ouais, donc là, la différence, ça va être que le Turc a une un peu meilleure position que sur une lépante hongroise, dans le sens où il va déjà être sorti enneigé. Par contre, il va avoir des guesses à jouer à tous les tours pour essayer de survivre. Ouais, pour maintenir sa flotte enneigée ou pour empêcher l'Italien de venir en Méditerranée orientale. D'ailleurs, la flotte de Naples, elle va effectivement en mer Tyrrhénienne. Il va être important pour l'Italie de reconvoyer l'armée de Tunisie chez elle. En Parce que, Toscane, ouais, pour défendre Venise au cas où. et là, on en arrive effectivement à la grande faiblesse de cette ouverture, c'est qu'on laisse Venise quand même en l'air pendant toute une année. Hein. Ouais, bon, après, sachant qu'il peut avoir Trieste qui peut couvrir Venise, si jamais une attaque, il y aura quand même. Ouais, mais c'est vraiment pas idéal que ce soit une armée autrichienne qui soit obligée de couvrir Venise. Donc dans l'absolu, c'est possible aussi que Trieste passe en Serbie, hein, si tout passe là, si Ionian soutient CG passe, Serbie-Grèce passe et Trieste-Serbie passe. Trieste peut être vide et il peut avoir une option d'un Français ou d'un Allemand qui vient jouer sur Venise. Pendant toute la deuxième année, Venise est vulnérable. L'autre option, ce serait de faire Naples-Apullie pour couvrir Venise. Ouais, mais le problème de ça, c'est qu'on pourra plus reconvoyer l'armée de Tunisie, donc le problème restera entier en fait. Ouais, Naples mer Tyrrhénienne est vraiment nécessaire. Après, on peut jouer cette variante uniquement dans les cas de figure où on sent que Venise ne sera pas en danger, hein, dans les cas de figure où la France ne mobilise qu'une seule unité. Bon, après, pour l'Allemagne, ce sera très rarement, voire jamais réellement dans son intérêt de faire un grab à Venise. Les gains en Italie sont pas... Et par contre, la France a un réel intérêt. S'il y a une opportunité, elle peut aller, pour le coup, prendre toute l'Italie. Ouais. Elle a beaucoup plus de perspectives. Donc, bon, avec l'Italie, on peut choisir de jouer cette variante uniquement dans les cas de figure où... La France est sous pression. Sachant qu'il y a toujours, voilà, on en parlait tout à l'heure, mais il y a toujours ces petits jeux autour de la Serbie avec potentielle attaque sur la Serbie aussi soutenue côté russe. Donc il y a toujours cette faiblesse-là qui existe au milieu. L'Autriche peut aussi essayer d'assurer un petit peu plus, peut jouer Budapest-Roumanie par exemple. J'allais parler de Albanie soutient Trieste-Serbie, mais il faut pas jouer ce coup-là. Il faut vraiment soutenir Serbie en Grèce pour éviter que la flotte de Grèce explose potentiellement. Donc voilà, donc une autre forme de lépante, un peu plus dans la veine classique, en tout cas une hybride entre la hongroise et une ouverture un peu plus en lépante classique. C'est ça. Donc je maintiens que c'est Naples-Tyrrhénienne qu'il faut jouer. Et du coup, par la suite, bon, cette armée d'Albanie, elle pourra soit être parfois convoyée en Turquie, donc Syrie ou Smyrne, soit pour service rendu, bah, on peut se servir à Trieste dans certaines positions, en Grèce parfois à Trieste. On prend un petit centre à l'Autriche si celle-ci a réussi à bien avancer. Après, la question aussi, c'est est-ce que pour l'Autrichien, ça offre pas trop de possibilités de stab et italien? Une fois que Tunisie est remontée en Toscane, est-ce qu'il n'y a pas un double stab possible sur Trieste, par exemple, sur Serbie, par l'italien, voire sur la Grèce? Je dirais que dans cette variante, il y a beaucoup moins de potentiel de stab de l'Autriche par l'Italie que dans une hongroise, par exemple. Déjà, on n'a pas de centre autrichien, déjà. C'est la grosse différence. Ça limite déjà un peu les perspectives. Et non, je dirais au contraire qu'elle est plutôt très favorable à l'Autriche, cette variante-là. Et d'ailleurs, est-ce qu'elle fait aussi du sens s'il n'y a pas Ankara-Constantinople? En cas d'Ankara-Noah, est-ce qu'elle a un quelconque intérêt? Il me semble que je l'avais joué en égo une fois, sans Ankara-Constantinople. Donc Égée avait été forcé rapidement.
C'était l'armée d'Albanie qui était allée en Grèce. Donc ça avait été la Grèce, le 5e centre. Ouais. Après, quel intérêt? Est-ce qu'une Lépante hongroise est pas plus forte dans ce cas-là quand même? Tu veux dire, ouais, un Gambit du Levant? Ouais, de jouer sur le Levant, Trieste-Budapest. Certainement. Après, l'avantage quand même pour l'Italie d'avoir la Grèce plutôt que Budapest, c'est que c'est un centre qui se suffit un peu plus à lui-même, c'est-à-dire que cette unité, plutôt que de devoir servir comme si c'était une unité autrichienne, elle va pouvoir être convoyée, par exemple, elle-même en Syrie après la prise de Bulgarie par l'Autriche. Donc, on va faire Grèce, soutien, Serbie, Bulgarie. Et une fois que ça c'est fait, cette armée en Grèce, elle va être libre de faire autre chose. Oui, elle est moins aussi centrale et moins gênante dans le dispositif autrichien. Si on veut résumer un petit peu cette ouverture en Albanie, du coup, l'intérêt, à mon sens, il est surtout, c'est plus fort, je veux dire, vis-à-vis du russe, parce qu'il y a l'Autrichien va être plus en mesure d'aller gagner ses guerres contre la Russie. Ça donne toujours des perspectives en Turquie, peut-être un peu moins simples que dans une hongroise, mais voilà, c'est plus orienté sur la Russie que sur la Turquie. Ouais, on peut dire ça. Est-ce que tu avais d'autres lépantes dont tu voulais parler? Donc parmi les formes un peu exotiques de lépante en égo, donc j'ai parlé un petit peu de la lépante Kei. Il existe aussi une transposition de cette variante pour le Blitz. Pour le coup, c'est pas l'Italie qui prend l'initiative de la jouer, mais l'Autriche avec les coups Budapest soutient Vienne-Galicie la première année, Trieste-Albanie. Donc là, on compte effectivement sur le fait que l'Italie va jouer Venise-Trieste. Sinon tout ça tombe à l'eau. Et en automne, donc Albanie-Grèce, Trieste-Serbie, donc qui est le coup qui définit la lépante Kei. Dans cette position, l'Italie doit bien identifier le fait que le coup ionienne soutien Albanie-Grèce soit nécessaire face à la menace de Bulgarie-Grèce. Sachant que ça permet à Constantium de sortir enneigé dans cette option aussi. On va avoir ce désavantage encore une fois. Budapest soutient Trieste-Serbie nécessaire. Galles, Roumanie, j'imagine. Et donc Galicie peut faire plusieurs choses. Elle peut effectivement rebondir en Roumanie, Ukraine, taper Varsovie. Pas. Sachant qu'a priori, le coup le plus logique là pour le russe, c'est d'assurer quand même, de faire Ukraine-Roumanie soutenue et Varsovie-Galicie, ce qui me semble le plus naturel. Ça a l'air d'être le plus naturel. Après, ça crée quand même une situation d'un confort un petit peu, étant donné que Sébastopol est quand même en l'air. Mais il y a Sébastopol en l'air et potentiellement Ukraine en l'air aussi s'il y a Galicie-Ukraine. Exactement. On va rester sur Galicie-Roumanie pour aller au plus simple pour l'instant. En sachant que la Turquie peut aussi jouer Bulgarie soutien Ukraine-Roumanie. Ouais, disons plutôt ça. Mer Noire retourne à Sébastopol, Bulgarie soutient Ukraine-Roumanie. C'est pas forcément évident parce que il y a quand même plusieurs options pour la Turquie là, parce qu'elle peut se dire que si la Turquie connaît la variante, bon, elle sait qu'il y aura des soutiens quoi, qui sont pour le coup obligatoires. Imaginons cette ouverture-là, donc armée Moscou, une armée du coup à Vienne pour l'Autrichien, j'imagine. Vienne ou Trieste? Trieste donc. Une flotte Smyrne a priori, Naples pour l'Italien. Donc encore une fois, on va jouer le même plan, de vouloir relayer à la flotte de Grèce, jouer Trieste, Albanie, Grèce et Grèce Égée. Donc voilà, on a la même faiblesse que la lépante classique sur Grèce. Bon, on va pas énumérer encore une fois toutes les possibilités, mais pendant une saison, soit que la Turquie mette en place son blocus maritime, soit qu'il fasse sauter Grèce. En compensation, on a déjà pris la Galicie et on va pouvoir s'y maintenir pendant un petit moment. L'idée là, c'est peut-être de soutenir la Galicie. Je pense qu'il y a plus fort ici. Je pense que Budapest, Roumanie pour couper un soutien. Et Galicie-Ukraine. Galicie-Ukraine, ouais. Moscou-Ukraine, Roumanie, Galicie soutenue par Varsovie. Ouais, Sébastopol, Roumanie qui tenait la Galicie en l'air. Ouais, c'est vrai, mais dans ce cas-là, la Russie met une flotte en Roumanie, elle se désorganise quand même pas mal. Ça bounce a priori, ouais. Mais... ah oui, d'accord, bon, un rebond, mais en tout cas, elle a pas une armée en Roumanie. Ça reste jouable, on peut imaginer plusieurs solutions. On peut imaginer juste Moscou ou Ukraine soutenue et Roumanie tient. Serbie peut aussi soutenir Budapest-Roumanie. Alors après là c'est la difficulté, c'est de se coordonner, parce que naturellement je pense que l'Italien va surtout soutenir Galicie-Roumanie. Je pense pas justement. On veut pas que Varsovie passe en Galicie et que Vienne soit en l'air derrière. Donc je pense que le coup à jouer, ça fait un petit moment que j'ai pas regardé ça, mais je pense que le coup à jouer justement c'est Serbie soutient Budapest-Roumanie.
Ouais, bon après il y a du guess à ce niveau-là. Il y a pas mal de trucs différents. Gros risque, c'est vraiment la Grèce. Plus que le jeu sur la Russie. On est bien placé contre la Russie, par contre, on est faible sur la Grèce à ce niveau-là. Le temps d'une saison, on court le même risque que dans la variante de l'épante classique à 4 centres. Et si on déroule, on dit que ça bouge pas trop au nord, on va se retrouver dans une position où il y aura toujours, même avec Albanie, si Albanie soutient Grèce, Grèce peut plus attaquer Égée. Donc ça va être Grèce et Égée. Non, mais du coup, on peut avoir des Serbies soutien Albanie-Grèce. Donc ça force Serbie soutien Albanie-Grèce, si on veut pas que Grèce puisse exploser. Et donc pour le coup, ça va faire sauter la Galicie au nord et on va se retrouver dans une position... Mais c'est peut-être plus délicat en termes de coordination au niveau de la Serbie. C'est pas évident de savoir du côté italien si la Serbie doit jouer au nord ou au sud. Là encore, on peut mettre en place des conventions. J'avais écrit un article là-dessus il y a très longtemps, mais comme c'est une variante qui n'est quasiment jamais jouée par l'Autriche, je m'en souviens vraiment pas. Bon, c'est une option mineure. Hein. Bon, elle mérite quand même d'être citée. Il faut que tu réécrives tes articles maintenant. C'est ça la conclusion de l'histoire. Ouais, bah c'est ça. Ils n'existent plus. T'as trouvé ta mission pour l'année à venir. Ouais. Donc voilà à peu près sur les différentes lépantes. Je sais pas si t'en avais une autre en tête encore. Bon, on peut citer une variante un petit peu loufoque. C'est la lépante en eau bleue qui elle, bah, comme la lépante quai est inspirée par une variante de négo. Alors les coups d'ouverture, ça va être de nouveau Venise-Trieste, donc l'Autriche qui joue son ouverture habituelle, Trieste-Albanie, Budapest-Serbie, Vienne-Galicie. Pour l'Italie, Naples-Ionienne et Rome reste en place afin d'envoyer un ordre invalide, afin d'envoyer Rome soutien Albanie ionienne. Ça, donc, ce sera supposé être le signal de la lépante en eau bleue. Bon, encore faut-il que l'Autriche la connaisse. Mais donc, en gros, l'idée, ça va être en automne, Serbie soutient ionienne Grèce. Albanie ionienne, du coup. Donc, Vienne qui rebondit une nouvelle fois en Galicie et Trieste Albanie. Trieste Albanie qui coulisse derrière. Donc on va rester sur quelque chose d'assez classique en face. On revient pas sur les détails. Et Rome fait rien du coup à l'automne. Donc Rome ne fait rien de particulier. Bon, pour remonter à Venise, pourquoi pas. C'est moins menaçant pour l'Autriche dans ce cas de figure. Surtout avec une Autriche qui est déjà en mer ionienne. Bon. Alors, effectivement, les opportunités de stab foisonnent de part et d'autre. On ne va pas pouvoir toutes les citer. Il est clair qu'avec une flotte autrichienne en ionienne, les choses vont être assez bordéliques pendant un certain temps. Alors, au niveau des ajustements, c'est toujours flotte à Naples dans l'idée ? Oui, flotte à Naples. C'est sur flotte Izmir d'armée Moscou, côté russo turc. Une nouvelle fois, il n'y a pas eu de rebond enneigé, donc la flotte turque qui passait. C'est le défaut de toutes ces variantes. Hein. En revanche, comme dans la lépante albanaise, on a l'Albanie qui va aider à défendre la Grèce, et donc la Grèce qui doit de nouveau taper enneigé. Et donc là, on est toujours sur l'idée de faire Grèce-Égée, donc ionienne restera autrichien. Voilà. Et Naples va sortir, j'imagine, prendre la Tunisie. C'est ça. Et Venise va jouer au nord ou pas ? Ouais, Venise peut jouer au nord, selon les cas de figure. Toujours faire un petit peu attention à la France. Oui, d'autant plus si la France a une flotte Espagne-Côte Sud à ce niveau-là. Ah oui, bah ça c'est sûr. Ouais. Ça change. Dans toutes les variantes qu'on a regardées, ça va changer des choses. Si la France se trouve menaçante dès le début de la partie, qui va être assez rare hein, quand même. C'est pas non plus dans l'intérêt de la France de menacer tout de suite l'Italie. Et pour passer une flotte en Espagne-Côte Sud, c'est pas non plus les ouvertures les plus classiques de la France. Ça isole un peu une armée au Portugal en général, donc c'est un peu délicat pour la France. Là, l'idée Serbie, du coup, va soutenir Albanie-Grèce, j'imagine. Oui. Ou Serbie-Bulgarie. Oui, mais non. Serbie-Bulgarie, ça va pas fonctionner dans le cas de Smyrne soutien Égée, Égée soutien Bulgarie-Grèce. Ouais, c'est Grèce pète quand même, mais la Bulgarie est autrichienne. Et oui, non, ça marche pas. Donc Albanie-Grèce, soutenu par Serbie. Et donc là, on a toujours, c'est assez thématique autour des lépentes, mais c'est ce guess sur Égée, avec toujours la faiblesse sur Serbie qu'on a dans toutes les... Ouais. Là, du coup, peut-être pas jouer ionienne Méditerranée orientale, vu que c'est une flotte autrichienne, quoique... Mais si on veut que le guess ait lieu, il faut qu'il y ait cette possibilité-là. Sinon, c'est plus le guess. Peut-être pas le jouer tout de suite, étant donné qu'en plus, Tunisie n'a pas été prise. Peut-être attendre un an avant de le faire. Oui, on peut essayer d'attendre un petit peu. Ouais, c'est assez délicat,
Oui, non, ça c'est le moins qu'on puisse dire, hein. Je conseille pas de la jouer comme son ouverture principale. Bon, déjà, il faut que les deux joueurs la connaissent, ce qui est vraiment pas évident. Mais grâce à cette vidéo, ça sera le cas. Oui, bon. T'inquiète pas. Oui, non, mais ça crée toutes sortes d'options de stab, de machin. Mais bon, pour ceux qui aiment les variantes un peu exotiques, ça peut être tentable. Ça peut être tentable, sachant que voilà, si une fois qu'on gagne le Guess autour des G, on va avoir du coup une flotte autrichienne au Levant, en Italie en Égée-Grèce. Les perspectives sont peut-être moins claires en termes de répartition des centres. Ah ouais, là c'est c'est le moins qu'on puisse dire. Parce que l'idée, ça serait, j'imagine, de prendre Smyrne avec l'Autrichien. Est-ce que ça doit être l'Italien ou pas qui va en Bulgarie? Ça pose tout un tas de questions. Est-ce que Venise n'a pas intérêt à rester là pour faire un peu d'invalide, pour essayer d'éclaircir un peu ces points-là? C'est sans doute pas un luxe. Donc voilà. Une autre possibilité d'ouverture en lépente, en eau bleue, du coup, de son petit nom. En eau bleue exotique, on va dire. Du coup, je pense qu'on a été bien complet là, pour tout ce qui est lépente. On peut peut-être citer encore quelques ouvertures qui ne sont pas lépentes, qui sont quand même basées sur une collaboration entre l'Italie et l'Autriche. Donc ce qu'on n'a pas fait, c'est peut-être définir ce qui fait d'une variante une véritable lépente. Bon, chacun peut avoir sa propre définition. Je dirais que c'est une variante dont la motivation première est d'interdire le blocus maritime turc, de lutter vraiment pour les mers du Sud et de donner des perspectives de prise des centres turcs par la suite, même si cette dernière chose n'est pas absolument nécessaire. On peut aussi se contenter de s'installer en Égée Levant et pour l'Italie d'aller prendre des centres français, pour l'Autriche d'attaquer la Russie. Mais voilà, je dirais qu'une lépente se définit d'abord par l'interdiction du blocus maritime turc. Du coup, des options qui seraient pas des lépentes, voilà. C'est à quoi en particulier? On a déjà discuté un peu de cette variante des hérissons qu'on appelle le compositeur autrichien, où c'est l'Italie qui prend la Grèce et l'Autriche et l'Italie continuent de collaborer au moins partiellement, mais dont l'ambition n'est ni d'attaquer la Turquie, ni même d'empêcher le blocus en place. L'autre ouverture, qui n'est pas lépente, mais qui donne des perspectives à une collaboration de l'Italie et l'Autriche, c'est l'ouverture tchèque, qui commence par les coups habituels à l'Autriche, Galicie, Budapest, Serbie, Trieste, Albanie. Donc Naples, ionienne. Les coups qui la définissent au départ sont Venise, Tyrol, Rome, Venise. Ces coups sont parfois effectivement utilisés dans l'optique d'attaquer l'Autriche, mais il faut bien garder en tête que en vérité cette ouverture n'est pas plus menaçante que la prise immédiate de Trieste. Dans cette position, l'Italie n'a pas encore pris de centre autrichien. Certes, elle a deux unités au contact des centres autrichiens, mais en tout cas, c'est moins menaçant qu'une entrée en Trieste avec Rome-Venise derrière, qui là, du coup, force en quelque sorte l'Autriche à jouer Vienne-Trieste, histoire de ne pas perdre deux centres la première année. Donc, dans la position qui nous intéresse, on pourrait croire que l'intérêt de l'Autriche serait de défendre Trieste. Moi, je pense que non. Assurer la prise de la Grèce, ignorer ce qui se passe au nord et voir quelles sont les intentions de l'Italien derrière. Voilà, rebondir en Galicie avec la Russie. Les coups qui définissent donc cette ouverture tchèque sont les coups de cet automne 1901, Tyrol, Bohême et Venise-Trieste. Ok, donc on prend quand même Trieste. Et Lyon, Tunisie, j'imagine? Non, quand on fait face à la flotte à Constantinople, on rebondit quand même en Égée afin de ralentir au maximum la Turquie. Sachant que dans cette situation, il y a quand même des possibilités assez fortes que le russe et le turc commencent à se taper un peu dessus, parce que ça donne pas l'impression qu'il y a vraiment une coordination entre Autriche et Italie. Alors ça peut être un des points positifs de cette variante, c'est qu'elle peut en effet créer le doute chez les adversaires. Bon, restons dans la configuration où du coup ils jouent, on va dire assez classiquement, Ukraine-Roumanie qui va être soutenue, ils s'agressent pas entre les deux. Ouais, je pense qu'ils ont quand même intérêt à jouer de cette manière. L'idée maintenant, c'est d'offrir une unité supplémentaire à l'Autriche sur son front russe. Alors pourquoi une unité supplémentaire? Parce qu'effectivement, on a pris un centre à l'Autriche et on va lui offrir le soutien de deux armées ici. L'armée de Bohême qui peut soit immédiatement soutenir Vienne-Galicie, soit aller tout de suite en Silésie. Et l'armée de Trieste qui va faire le tour aussi, qui va faire Trieste, Tyrol et puis remonter en Bohême également. Et donc on offre un fort soutien à l'Austro sur le front russe. Dans le même temps, on essaie de ralentir au maximum la Turquie. Bon, même si le blocus va se mettre en place ici. Là, l'idée c'est de rester sur Grèce et Égée a priori. Non, parce qu'il n'y a pas d'unité pour relayer la flotte de Grèce.
Donc maintenant, on peut faire Grèce soutient Serbie-Bulgarie, par exemple. La flotte de Ionienne peut soit taper Égée, soit taper le Levant. La flotte de Naples, effectivement, qui va en mer Tyrrhénienne pour prendre la Tunisie. Donc la Grèce a aussi l'option de soutenir Ionienne en Égée, afin de rebondir, ou parfois même d'y aller si Smyrne a été en Levant et que Constantinople a tenté Égée ou a soutenu la Bulgarie. Donc les perspectives sont pas totalement mortes au sud. Si le Turc joue de manière patiente et prudente, il est quand même très favori pour mettre en place son blocus. Donc là, vraiment, les perspectives, c'est plutôt de se dire, au contraire d'une Lépante, on va essayer de prendre la Bulgarie dès qu'on peut, si on peut, pour limiter la pression sur la Grèce et puis s'offrir un centre de plus. C'est ça. Et jouer surtout au nord et puis considérer que le Turc n'est pas du tout une cible. Alors je suis juste en train de regarder cette position. Ce serait plutôt Serbie soutient Grèce Bulgarie du coup, histoire de pas se faire un trou en Serbie. De pas faire un trou en Serbie, ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire aussi. Ce coin de la carte est pas très important. L'idée c'est vraiment de mettre le paquet au nord. Donc quand l'Italie fait ça, il faut bien qu'elle se rende compte qu'elle est quand même en train de créer un déséquilibre sur la carte, qu'elle est en train de favoriser déjà l'Autriche, c'est normal, c'est son allié, mais également l'Allemagne. L'Allemagne qui gagne beaucoup dans bien des cas à un affaiblissement de la Russie. Suivant les positions qui découlent de l'ouverture, une bonne idée peut être parfois, si la position s'y prête, j'insiste là-dessus, avant de se tourner totalement sur le front russe, passer un petit coup sur Munich. Ok, de faire Trieste-Tyrol et puis pouvoir tenter Munich à 2 à l'automne. C'est situationnel, mais c'est une option de venir gêner un peu l'Allemand pour éviter qu'il grossisse trop vite. Et l'idée, ce sera pas du tout de le pourrir sur le long terme, hein. Ce sera juste lui mettre un petit coup comme ça, avant de se retourner sur la Russie et souvent sur la France aussi. Parce qu'une fois qu'on a pris la Tunisie ici, on va encore mobiliser. On va potentiellement avoir une force de 3 flottes, donc la flotte de Tunisie, la flotte qu'on va reconstruire à Naples, plus l'armée de Trieste qu'on peut faire vers le Piémont par le Tyrol. Ça peut aussi donner lieu à des attaques intéressantes sur la France. Oui, sachant que vu qu'on n'a pas de perspective en tant qu'Italien sur la Turquie, nos perspectives de croissance, on va dire, ils sont pas trop en Russie, parce que c'est quand même délicat pour les Italiens de prendre des centres russes et de les conserver. Avec 2 armées, ça peut se tenir quand même, hein. Avec 2 armées, on peut quand même tenir un centre, voire 2. Enfin, en pratique, ça m'est arrivé en tout cas dans mes parties de Blitz. J'ai en tête surtout une partie où, au cours d'une partie en 7 ans, où j'ai pris à divers moments des centres à tous mes adversaires. C'est-à-dire que je crois que la dernière année, j'ai fini avec une flotte à Liverpool. J'étais passé par Marseille, ou au moins par un centre ibérique. J'avais pris Varsovie assez rapidement. Avant ça, j'étais passé par Munich pour ralentir l'allemand. C'est des centres que j'avais pas gardés. J'avais essayé d'équilibrer tout en déséquilibrant la carte. Et ça avait été une partie très serrée. Je crois qu'on avait fini à plusieurs ex-aequo. Et voilà, c'est un peu l'attrait de cette variante qui objectivement est plus favorable à l'Autriche qu'à l'Italie, qui offre en revanche une influence très large de l'Italie sur l'ensemble de la carte, peut-être plus que toute autre ouverture italienne. Ça pourra faire le lien du coup avec une vidéo qui est en préparation et qui va bientôt sortir sur l'équilibre des forces et sur un rôle que peut jouer l'Italie à travers cette ouverture sur l'équilibre des forces. Eh bien, merci à tous pour avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci Conrad pour tes explications claires et limpides sur les différentes formes de l'épante et même un peu au-delà des alliances Italie-autrichiennes. Claire, je sais pas, mais en tout cas, on a tenté. Voilà, on a tenté. Et puis, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo de stratégie d'analyse de partie, en fonction aussi de ce que vous voulez. Donc, vous pouvez nous dire un peu ce que vous préférez comme format. Bon, merci Brieux, à bientôt. Thank you.